Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va explorer ensemble les 8 règles comportementales de base d'une personne qui est en situation de dépendance affective. Alors, ces règles comportementales, elles se retrouvent partiellement ou totalement en fonction des profils, en fonction de l'importance de cette dépendance. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir les explorer ensemble pour que vous puissiez vous faire un bilan par vous-même, de savoir où vous vous trouvez par rapport à cette notion de dépendance affective qui parfois est floue et manque de clarté dans la définition et surtout dans l'autodiagnostic, parce que c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir vous dire comme ça en allant voir le médecin. C'est quelque chose que vous allez établir vous-même. Alors pour plus de clarté, je vous propose de commencer sans plus tarder avec la première règle comportementale. La première règle comportementale, c'est que la personne va donner de son temps, de son argent, de sa personne, en permanence. Mais en fait, si on regarde bien, si on creuse, c'est pas un vrai don, c'est un marchandage. C'est-à-dire qu'on va donner toutes ces choses dont j'ai parlé dans le but de maintenir le lien, dans le but d'avoir la relation, la garantie de la relation, dans le but d'avoir un retour en fait. Et ce retour, il est sur le plan affectif. Donc c'est pas vraiment un don, c'est un marchandage. Un don, normalement, on n'est pas intéressé. Dans le cas précis des personnes en situation de dépendance affective, elles vont donner de l'attention de la personne, etc. Mais à un moment donné, elles espèrent récupérer de la considération en retour, de l'estime en retour, de l'amour en retour. Bref, de la dépendance aussi en retour. Donc de toutes ces choses-là. On n'est pas dans le véritable don, on est dans le marchandage. Mais pourtant, si on interroge la personne, elle a la sensation de donner et elle se définit elle-même comme étant une personne généreuse. Alors posez-vous la question, est-ce que vous avez tendance à donner beaucoup? Et est-ce que c'est un don gratuit dans le sens où vous n'attendez absolument rien en retour? Ou alors c'est un don qui est irrespectueux de vos propres limites et où vous attendez une considération, vous attendez quelque chose en retour, un texto, un merci, un échange, etc. ou quelque chose. Alors, même le merci, hein, c'est une forme de recherche de considération. J'ai l'exemple en tête d'une personne que j'ai croisée, montagnarde dans l'âme, mais vraiment, hein, avec un physique assez impressionnant, des mains d'une puissance phénoménale. Et ce monsieur me racontait qu'une fois, il avait été en effet sur le Mont Blanc, et il avait sorti quelqu'un d'une crevasse qui était tombée. Et il l'a sorti, il a vu qu'il était en bon état, etc. Il est parti, et l'autre lui a même pas eu le temps de lui dire merci, mais lui il a continué sa course, il a continué sa route. Il a simplement sorti une personne, il lui a sauvé la vie en fait, hein, tout simplement. Et il est parti sans attendre un merci, sans même dire son nom, sans même donner son adresse, et c'était un vrai don pour lui. C'est-à-dire que c'était quelque chose de normal. En tant que montagnard, quand on voit quelqu'un qui est dans ce genre de situation, c'est normal de l'aider si on est en mesure de le faire. Et après, lui, il n'attendait rien en retour, c'était juste son comportement, ses valeurs, qui a fait en sorte qu'il s'est comporté de cette manière-là. Donc c'était un véritable don. Et il n'a même pas attendu un merci, il est parti, il a continué sa course. Et j'ai trouvé ça assez parlant comme exemple. Donc voilà, je voulais vous le transmettre dans cette vidéo. Donc, deuxième règle comportementale, ça va être de prendre sur soi les problèmes des autres. On va s'estimer responsable du problème de l'autre, on va vouloir apporter une solution, même si c'est pas notre job, même si on n'est pas en position d'apporter une solution. Et vraiment, on va se sentir concerné par les problèmes des personnes dont on a envie d'être dépendant quelque part. Mais concerné à un point vraiment qui va parfois nous empêcher de dormir, parfois nous prendre dans nos ressources personnelles, parfois faire en sorte que, on va oublier sa propre vie parce que l'autre a un problème. Et donc on va focaliser sur le problème de l'autre, ça va nous faire exister en tant que sauveur. On connaît le triangle de Karpman maintenant suffisamment bien. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à chercher sur internet. Ça s'écrit avec un K et 2 N à la fin, Karpman. Et c'est un triangle dramatique qui ne peut mener qu'à des relations qui sont problématiques. Donc vraiment, cette deuxième règle comportementale, c'est prendre sur soi les problèmes des autres, se sentir concerné par les problèmes des autres. Et quand on fait ça, le problème qu'il y a, qui est sous-jacent, c'est qu'on vole, sans s'en rendre compte, la créativité de l'autre pour résoudre ses problèmes. C'est-à-dire qu'on va vouloir apporter une solution là où personne ne nous en a demandé. Et dans le triangle de Karpman, à ce moment-là, on rentre dans la position du sauveur. Et oui, on va chercher une victime et on va vouloir résoudre son problème. Alors que la personne nous a priori rien demandé. Et ça va commencer à poser quelques petits soucis, puisqu'au bout d'un moment, vu que la personne nous a rien demandé, elle va rejeter la solution qu'on a proposée, alors que nous, on l'a fait de bonne foi, vraiment de tout cœur.
mais on n'a même pas laissé à la personne le soin de demander ce dont elle aurait besoin. On va vouloir apporter sa solution, avec sa manière de faire, avec sa sensibilité, avec la projection de son système sur l'autre. Et donc on commence à étouffer l'autre sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est une des règles comportementales d'une personne en situation de dépendance affective. La troisième règle comportementale, quant à elle, c'est de la même manière qu'on a voulu prendre en main leurs problèmes, on va vouloir aussi rendre la personne heureuse, c'est-à-dire se sentir concerné par son bien-être. Et quand on a pour objectif de rendre l'autre heureux, eh bien, on le dépossède de sa propre inventivité, sa propre créativité, pour se rendre lui-même heureux. Il faut savoir que le bonheur, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, ça c'est du plaisir. Ce qui vient, le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est un état d'esprit, c'est une vision du monde, c'est un état interne qu'on recherche et qu'on arrive à atteindre parfois, alors pas de manière permanente ou pas toujours de manière conséquente en tout cas, mais c'est un choix personnel, le bonheur. C'est pas quelque chose qui peut venir de l'extérieur. Ce qui peut venir de l'extérieur, c'est la satisfaction que l'autre corresponde à nos besoins, nos envies ou nos projections. Ça va nous faire plaisir. Mais en aucun cas, c'est ça qui va nous apporter le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on vit en soi et qu'on peut en effet partager, rayonner et communiquer à l'autre, mais c'est pas quelque chose dont on peut être responsable chez l'autre. Quand on est dans une relation amoureuse et qu'on cherche à faire le bonheur de l'autre, eh bien c'est qu'on le dépossède de sa créativité et c'est vraiment, ça mène tout droit au triangle de Karpman, là encore, parce qu'on va chercher à jouer au sauveur et on va vouloir avoir une reconnaissance en retour, en tout cas créer un lien qui va être de la forme de l'indispensable, quelque part, pour pouvoir faire en sorte que l'autre soit heureux. Et ça va même aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va en vouloir à l'autre s'il arrive à être heureux sans nous. Donc ça, c'était le troisième point dans les règles comportementales, c'est de vouloir prendre en charge le bonheur de l'autre. Quatrième règle comportementale, c'est éviter de déplaire, éviter d'être critiqué au maximum. On va faire l'anguille, on va faire tout ce qu'on peut pour éviter de prendre des critiques directes, parce que les critiques qu'on va recevoir, on va avoir tendance à les prendre droit dans l'ego. Pourquoi? Parce qu'on est déjà en situation de fragilité émotionnelle, et donc dans le rapport à l'autre, s'il nous renvoie une image de nous qui nous fragilise, qui nous affaiblit, alors que déjà on se sent pas forcément super bien en termes d'estime de soi, même si j'aime pas beaucoup cette expression, mais bon bref, vous la comprendrez facilement. Si on se sent déjà pas bien dans ses baskets et qu'on reçoit des critiques en plus, eh bien ça va nous faire nous enfoncer encore plus. Alors que la critique pour moi est nécessaire parce qu'elle est source d'amélioration, c'est grâce à la critique qu'on peut avancer. Alors il y a une différence certes entre la critique constructive et le jugement de valeur qui est une projection pure et dure, mais quand on arrive à faire le tri de ça déjà en soi, c'est-à-dire de faire le tri de ses propres projections sur l'autre, et bien lorsque l'autre fait une projection, on la sent et on peut s'en détacher assez facilement finalement. Alors que la critique constructive, elle est toujours bénéfique à mon sens. Donc vraiment, quand on est dans une relation de dépendance affective, on est hypersensible, on a un manque de confiance quelque part dans le fait qu'on puisse être aimé pour qui on est, et on va chercher à plaire au maximum, à être vraiment la personne idéale pour l'autre qu'on a en face de nous. Et chaque critique va nous donner la sensation, d'être digne de désamour et non pas digne d'amour. Et donc on va vraiment très très mal le vivre. Et donc c'est une règle comportementale d'un dépendant affectif, c'est qu'il va être dans la suradaptation et surtout il va chercher à ne jamais déplaire. Cinquième règle comportementale, alors qui n'est pas forcément toujours le cas, c'est qu'on va chercher à dissimuler ses propres émotions, ses propres désirs. On va chercher à ne pas les exprimer, toujours dans le but de ne pas déplaire, mais aussi dans le but de ne... Comment dire ? Dans cette peur de ne pas rentrer en symbiose avec l'autre, de ne pas rentrer en harmonie avec l'autre. Si moi j'ai une émotion et que je l'exprime et que l'autre va pas savoir quoi en faire ou pas savoir comment la recevoir, eh bien ça va poser un problème, ça va créer une distorsion dans la relation, ça va créer un malaise quelque part. Et ce malaise-là, il est insupportable pour un dépendant affectif qui a besoin de la relation, qui a besoin du lien. Donc ce qu'il ressent à l'intérieur, il va pas forcément le dire, ou alors quand il va le dire, ça va être trop tard, ça va être dans le débordement, dans le mode réactionnel. Et là, ça va prendre des proportions dramatiques et démesurées. Donc ne pas vouloir exprimer et vouloir contenir ce qui vit en soi, c'est une manière aussi de ne pas s'affirmer, c'est une manière de chercher à ne pas exister dans la relation et de nourrir la relation pour la relation, mais pas en tant qu'individu. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de dépendance affective, on a envie du lien, mais on n'a pas envie d'exister soi. Parce que si jamais la personne découvre qui on est vraiment, on ne se sent pas légitime à être aimé, et donc on ne va pas vouloir se montrer. L'objectif d'une personne qui est en situation de dépendance affective, ça va être de maintenir la relation coûte que coûte. Vraiment.
quoi qu'il arrive, pour pouvoir continuer à exister à travers le regard de l'autre. Et donc, quand on est dans cette dynamique-là, eh bien, ces émotions vont venir polluer la relation. Donc, on va tout faire pour les masquer, on va tout faire pour les contenir. Alors, il se trouve que très souvent, les gens qui sont en situation de dépendance affective se mettent avec des gens qui sont eux-mêmes en situation de dépendance affective, et donc sont eux-mêmes hypersensibles. Et donc, ils vont sentir quand on va dissimuler. Et quand on ressent quelque chose en soi, mais qu'on ne le dit pas, l'autre va le sentir, il va venir gratter, et ça va créer forcément un conflit au bout d'un moment, majoritairement. Donc voilà, c'est une des règles comportementales d'une personne en situation de dépendance affective, ça va être de masquer ce qui vit à l'intérieur de soi, ses émotions et ses désirs également, ne pas les exprimer. Avec des phrases très simples comme quel film tu veux voir ce soir, je sais pas, comme tu veux, c'est toi qui choisis, ou alors qu'est-ce que tu veux manger ce soir, je sais pas, comme tu veux. Le comme tu veux, c'est en effet une façon de ne pas s'affirmer, c'est une façon de ne pas prendre le temps aussi de sonder ce qui vit à l'intérieur de soi, et c'est une façon aussi, quelque part, inconsciemment, de rendre l'autre responsable de ce qu'on va vivre, et donc de pouvoir après le blâmer que ça nous a pas convenu. Donc on va ne pas s'affirmer, pour pouvoir faire en sorte que l'autre décide, et ensuite, quelque part, en vouloir à quelqu'un d'autre que soi-même, parce que déjà, on se sent trop fragile. C'est une autre stratégie du fait de ne pas affirmer ce qui vit à l'intérieur de soi. La 6e règle comportementale de la dépendance affective, c'est de tendre à être quasiment toujours de bonne humeur, toujours bienveillant, toujours ouvert, toujours souriant, et à être dans cette espèce de syndrome du clown triste, c'est-à-dire qu'on va en permanence montrer le visage le plus appréciable de soi pour se rendre indispensable, pour permettre à la relation d'être, de perdurer et d'être là. Et donc on va sans arrêt essayer de montrer la plus belle personne qu'on est. Parce qu'au fond, on a un problème, quand on est dans cette situation de dépendance affective, on a un problème de, ce syndrome de non-légitimité, du fait d'être aimé pour qui on est. On a l'impression d'être comme, je sais pas, un vilain petit canard à l'intérieur de soi, d'être vraiment quelqu'un de très très moche, ou je sais pas, d'être de l'ordre de l'ornithorynque, ou d'une créature disgracieuse, quoi. Et c'est vraiment complexe dans cette situation de se dire que si je montre mon vrai visage, je vais quand même pouvoir être aimé. C'est-à-dire que si je montre cette part sombre de mon être, eh bien, je ne serai plus digne d'amour. Parce qu'en général, on croit qu'on va aimer les gens qui sont toujours souriants, toujours bien gentils, toujours bienveillants. Mais ça, c'est dans les films que ça se passe. En réalité, on a des problèmes, on a des contrariétés, on a des moments plus difficiles que d'autres, ça arrive à tout le monde. C'est pas... La différence qu'il y a entre les gens heureux et les gens malheureux, c'est pas que les gens heureux n'ont pas de problème, c'est la façon dont ils vont gérer leurs problèmes qui va faire la différence. On a tous des problèmes, on a tous des contrariétés, on a tous des choses qui dysfonctionnent par rapport à notre modèle du monde et quand on observe la réalité. Et à force de vouloir être toujours souriant, bienveillant et disponible, on finit par masquer ce qui est désagréable en soi, et par l'étouffer. Et le problème, c'est qu'à un moment donné ou un autre, ça ressort. Et quand ça ressort en mode réactionnel, ça peut faire des gros dégâts. Donc, véritablement, je crois que de montrer toujours un visage au top, c'est montrer quelque chose de faux, déjà. Et donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas être aimé pour qui on est vraiment au fond de soi. Donc, cette règle comportementale est vraiment caractéristique des dépendants affectifs, de toujours vouloir se montrer sous un jour souriant. Alors, c'est pas toujours le cas, il y a certaines personnes qui sont dans la dépendance affective et qui vont jouer du conflit, c'est-à-dire qu'ils vont trouver quelqu'un de gentil et ils vont se mettre en conflit en permanence pour pouvoir exister au sein de la relation. C'est-à-dire que si on n'est pas admiré, eh bien à ce moment-là, on est au moins détesté pour faire exister le lien. Donc il y a certes ce visage toujours bienveillant, mais il peut y avoir le pendant inverse, c'est-à-dire cette personne toujours en critique, toujours désagréable, toujours en train de dire ce qui va pas, toujours en train de montrer le côté... perfectible des choses, et toujours montrer du doigt la petite bête qui serait à améliorer. Donc c'est, on va dire, le même comportement, mais à l'inverse, que de montrer toujours ce visage bienveillant, souriant, et dont on pourra abuser par la suite aussi. Avant-dernière règle du dépendant affectif, c'est se rendre indispensable. Et oui, si on se rend indispensable dans la relation, notamment pour le bonheur de l'autre, et qu'on va faire en sorte que tout passe par soi, eh bien à ce moment-là, on garantit le lien. Et c'est vraiment ça l'objectif premier du dépendant affectif. C'est pas d'aimer la personne pour qui elle est, c'est de maintenir le lien coûte que coûte, même si ça doit lui coûter des sacrifices, parce qu'elle a l'impression qu'elle va disparaître. Elle a cette angoisse de mort si jamais la personne n'est plus en relation, si le lien est coupé. Et il y a vraiment cette idée que si le lien se coupe, si la relation se termine, à ce moment-là, notre univers s'écroule et on ne mérite même plus d'exister. On a vraiment une angoisse au fond de soi que ça s'arrête. Donc, vraiment, le dépendant affectif va chercher systématiquement à maintenir cette relation quoi qu'il arrive, quels que soient les sentiments désagréables qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même, et elle va pour ça se rendre indispensable. Si on est indispensable à l'autre, à ce moment-là, l'autre devient dépendant et nous, on est soulagés parce que cette relation va perdurer, on le sait, c'est garanti puisqu'on est indispensable à l'autre.
8e et dernière règle comportementale d'une personne qui est en situation de dépendance affective, ça va être de faire une espèce de confusion entre l'être, c'est-à-dire savoir qui on est, et ce qu'on fait. On va exister uniquement à travers ce qu'on fait, et on va pas sentir qu'on existe simplement parce qu'on existe. Et donc on va avoir besoin de justifier le fait d'être aimé par rapport à ce qu'on fait. On va sans arrêt chercher à en faire davantage, à en faire encore plus, à en faire encore mieux. Et des fois, on en fait trop. Et en faisant trop, on fait pire que mieux. Et on rajoute des problèmes et on remet de l'huile sur le feu plutôt que d'accepter l'idée que les choses se tassent parce que simplement, voilà, on est dans une situation désagréable et finalement, c'est pas grave, on va en sortir, mais être et faire, c'est pas le même verbe, et c'est pas la même sensation. Le problème, c'est que les gens qui sont en situation de dépendance affective ont la sensation d'être vides à l'intérieur la plupart du temps, et que sans le regard de l'autre, ils ne sont rien. Et ils ont besoin de faire pour exister dans le regard de l'autre. Et ce syndrome-là est vraiment caractéristique, en effet, de la dépendance affective. On va chercher à faire de plus en plus, et on en oublie de prendre le temps d'écouter ce qui vit en soi, et d'être là, présent dans la relation, et d'être à l'écoute de l'autre, et d'être dans le moment, et d'être dans le partage. Et on va sans arrêt chercher des nouveaux prétextes à se rendre indispensable, et à avoir toutes les règles comportementales qu'on a vues dans cette vidéo. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair sur les syndromes, sur les règles comportementales globales de la dépendance affective. Dans les vidéos qui vont suivre dans cette série, je vous proposerai de rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun des syndromes, et d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui mène systématiquement au triangle de Karpman, aux relations dramatiques et à la dépendance affective qui malheureusement n'apportent pas véritablement de bien-être. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!